Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan lecture, vu que j'ai fini mes 4 livres. Donc je vais vous les présenter de suite. Alors dans ces 4 livres, il y a d'abord eu donc Le miroir se brisa d'Agatha Christie, où l'on retrouve donc notre petite madame, qui est Miss Marple, notre petite enquêtrice, Miss Marple, qui habite toujours à Sainte-Marie-Mead, et qui là, dans cette histoire, s'ennuie un petit peu. Voilà. Elle a une femme de compagnie qui lui fait un peu tout, elle lui fait un peu ses courses, elle s'occupe d'elle. Et Miss Marple, elle n'est pas très, comment dire, elle se sent trop couvée, elle a envie d'avoir un tout petit peu plus de liberté. Et donc du coup, elle délègue beaucoup de choses à cette femme pour, comment dire, la faire partir de chez elle pour tout simplement qu'elle puisse, de son côté, partir, faire un petit tour dans son petit village qui s'agrandit. Sainte-Marie, il s'agrandit bien, il y a des nouveaux logements qui sont, comment dire, qui sont en train de se construire tout doucement comme des petits champignons, comme elle dirait. Et donc du coup, elle a envie de voir ce nouveau quartier, ces nouveaux habitants, donc elle va faire un petit tour, voilà. Et un jour, dans une grande propriété, il va y avoir, comment dire, des nouveaux propriétaires dans cette immense propriété à Sainte-Marie-Mead. Euh, En fait, c'est une actrice et son conjoint qui se sont installés dans cette nouvelle demeure. Voilà, donc c'est une ancienne actrice qui est un peu en déclin, qui, pour, comment dire, se faire connaître, même si certaines personnes la connaissent déjà, va organiser une grande fête, voilà, pour faire la connaissance des habitants et pour faire la connaissance tout simplement du maire, et voilà. Et donc elle va organiser une petite, oui, une petite fête qui va être organisée par une congrégation qui, comment dire, qui s'appelle la congrégation de Saint-Georges, quelque chose comme ça. Et en fait, durant cette fête-là, malheureusement, il va y avoir alors un petit souci, vu qu'il y a une des invitées qui va, comment dire, en buvant un verre, qui va tout simplement mourir lors de cette petite sauterie. Du coup, ça va poser des gros problèmes. Donc la police va être prévenue. Et on va constater que cette femme, en fait, a été tout simplement empoisonnée. Et donc le policier chargé de cette affaire va tout simplement donc interroger comment dire, la propriétaire de cette demeure, son mari et puis certains des invités qui étaient là à cette petite après-midi lors de cette petite fête. Et donc ce policier qui n'est autre que le neveu de Miss Marple, donc va faire appel aussi à sa tante. Donc il va tout simplement lui parler, lui décrire ce qui s'est passé. Et Miss Marple va tout simplement réfléchir à ce qui a bien pu se passer ce jour-là, qui a bien pu vouloir tuer cette femme, pourquoi est-ce qu'on l'a tuée, et quels moyens on a utilisé pour l'empoisonner. Et donc on va être dans cette histoire avec tous ces personnages-là, avec Miss Marple, voilà, et on va tout simplement dénouer les fils de cette pelote de laine qui est toute, comment dire, tout emmêlée, et on va tout doucement réussir à démêler cette pelote en fait, et on va finir par découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi on a voulu tuer cette jeune femme.
Alors, c'était une bonne histoire, même si je dois avouer que, encore une fois, on voit pas beaucoup Miss Marple dans tout ça. On la voit beaucoup au début. Après, quand comment dire, le policier fait son enquête, on ne la voit plus pendant un petit moment. Et on la voit à la fin, quand elle a véritablement bien compris ce qui s'était réellement passé. Moi, c'est ce que j'ai trouvé ça dommage. Parce que à chaque fois que je lis du Miss Marple, en fait, on ne la voit quasiment jamais dans ces histoires. Et, et ouais, je trouve ça vraiment dommage, mais malgré tout, ça reste une bonne histoire quand même. euh, de comprendre comment tout ça s'est passé et de retrouver ce petit village de Sainte-Marie-Mide, pardon, Sainte-Marie-Mide, voilà, et Miss Marple, cette petite bonne femme qui tricote pour passer ses journées, qui veut faire du jardinage mais qui ne peut plus parce que bah, elle est beaucoup trop vieille, donc du coup elle est obligée de déléguer, ce qui l'énerve beaucoup, et qui se triture l'esprit à essayer de résoudre ses enquêtes tout simplement en réfléchissant aux faits, voilà, aux faits, et voilà, et tout en réfléchissant, elle finit par finalement, tout simplement par trouver ce qui s'est réellement passé et par, comment dire, trouver le véritable responsable de ces fameux meurtres. Voilà. Donc si vous aimez les livres d'Agatha Christie et si vous avez envie de connaître Miss Marple, eh ben écoutez, n'hésitez pas parce que c'est quand même malgré tout du bon livre. C'est bien trouvé comme énigme. Moi j'ai bien aimé, mais comme je vous dis, je trouve que comme d'habitude, elle aurait pu faire plus, enfin mettre plus en avant Miss Marple. Voilà. Donc Agatha Christie, Le miroir se brisa aux éditions Hachette. Ensuite, j'ai décidé de partir dans de l'historique policier, si on peut dire ça comme ça. Je suis allée dans le roman de Noémie Adénis, Le jardin des anatomistes aux éditions, donc Robert Laffont, La Bête Noire. Alors, dans ce livre-là, nous sommes à Paris en 1673, donc pendant le règne de Louis XIV. Nous allons faire la connaissance de... alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Sébastien, si je ne me trompe pas. Oui, Sébastien, c'est ça. Sébastien de Noila, qui est un jeune botaniste qui vient de débarquer à Paris. Il était dans sa Sologne natale et il débarque à Paris pour tout simplement rencontrer un très grand botaniste qui est en train de, comment dire, écrire l'encyclopédie du botaniste, tout simplement. Et il veut le rencontrer parce qu'il a fait une découverte qui pourrait soigner les ravages euh, qu'il y a dans son pays, dans sa région natale. Voilà, parce qu'il y a comment dire, des maladies qui se propagent en Sologne à cette époque-là. Et en fait, il n'arrive pas à trouver de remède pour guérir cette étrange maladie. Et lui pense avoir trouvé le remède, mais il veut avant tout en parler à ce fameux grand botaniste qui est en train d'écrire cette encyclopédie. Donc voilà. Et donc il va tout simplement donc aller à Paris, rejoindre un ami à lui qui connaît ce fameux grand botaniste. Et en fait, donc tout simplement, donc cet ami va lui faire, comment dire, va, grâce à cet ami, en fait, il va rencontrer un très grand chirurgien de renom, donc Pierre Dionis, voilà, qui effectue comment dire, des autopsies. Voilà, je vais y arriver. Des autopsies sur des gens qui sont décédés, tout simplement. Et ces autopsies sont faites au jardin du roi. Et donc, dans le jardin du roi, il y a un immense amphithéâtre. Et Pierre Dionis fait des autopsies
comment dire, à l'entrée qui est gratuite, à des jeunes chirurgiens. Voilà, il se propose de faire des autopsies, euh, comment dire, publiques, voilà, je cherchais le mot, publiques, voilà, pour que des jeunes chirurgiens voient comment est-ce que les autopsies sont pratiquées, et voilà. Mais en fait, Sébastien, lui, n'est pas du tout intéressé par ces fameuses autopsies. Lui, c'est plus vu que lui, c'est plus la botanique, mais il suit son ami aveuglément parce que bah, c'est le seul ami qu'il connaisse à Paris. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc dans le temps, il va y avoir des meurtres qui vont être perpétrés à Paris, des meurtres, comment expliquer ça? Un chirurgien novice commence à effectuer des autopsies sur des gens vivants, voilà. Et ces autopsies en fait qu'il effectue, il les copie sur ce que Pierre Dionis fait dans son amphithéâtre. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, donc on a Pierre Dionis, lui, qui est un très grand chirurgien de renom, qui effectue des autopsies donc sur des cadavres dans l'amphithéâtre qui se trouve donc au jardin du roi. Et en comment dire, à l'écart de ça, donc il y a des soirs, des nuits même, où il y a un tueur en série qui lui effectue des autopsies, donc les mêmes autopsies que Pierre Dionis a fait la veille, en fait, voilà. Mais lui, sauf que lui, il fait ses autopsies sur des êtres vivants, voilà. Donc, par exemple, euh, Pierre Dionis va faire la veille une autopsie sur un cadavre, donc il va le faire, par exemple, alors attendez, comment on peut appeler ça? Euh, Par exemple, il va faire une amputation, voilà, tout simplement, sur un cadavre. Donc, il va expliquer comment est-ce que est tentée une amputation. Donc, il va, par exemple, amputer un bras, une jambe, ou voilà, sur le fameux cadavre. Et le lendemain, en fait, on va découvrir une personne donc décédée qui a été donc amputée, mais l'amputation a été très mal faite. Voilà. Donc, à chaque fois, le tueur recopie les autopsies qui ont été faites sur des cadavres, mais lui les refait donc sur des êtres qui étaient bien vivants. Et en fait, on va demander comment dire, un policier donc va demander à Sébastien de bien vouloir l'aider à trouver le meurtrier, le tueur, par rapport à tous ces crimes. Voilà. Parce qu'on sait que ces crimes ont un rapport avec Pierre Dionis, qui lui effectue des autopsies sur des cadavres, mais légalement. Voilà. Donc alors je sais pas si j'étais très 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 claire, mais voilà à peu près l'histoire. Donc Sébastien lui va être comment dire entraîné dans toute cette histoire alors qu'il a rien demandé à personne. Le flic va tout simplement l'obliger à l'aider parce que c'est pas vraiment un flic très consciencieux, voilà. Mais c'est un comment dire son nom et le nom de ce flic est très réputé, mais c'est un flic assez comment dire assez fainéant, voilà, il bâcle vite ses enquêtes, alors que lui Sébastien sent que il y a quelque chose qui voilà, il trouve que c'est bizarre, il sait que c'est une personne qui est très proche du chirurgien, donc Pierre Dionis, qui effectue ça et qui voit de ses propres yeux comment dire, les autopsies qui sont faites sur les cadavres, tout simplement. Donc il sait que c'est quelqu'un proche de Pierre. Sauf que il n'arrive pas à, comment dire, à mettre le doigt sur la personne enfin sur le meurtrier en fait, qui effectue donc ses autopsies sur des personnes bien vivantes. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, donc on va comprendre, bien évidemment, on va vite savoir qui effectue donc ces fameuses autopsies sur des personnes vivantes. Alors,
ça a été, alors ça a été intéressant, d'un côté et ça l'a été moins de l'autre. D'un côté, ça a été intéressant parce qu'on voit, comment Paris est, dans ces années-là, donc en 1673, on voit comment Paris est et l'autrice, le décrit très, très bien. Elle décrit très bien, la saleté, parce que les gens à cette époque-là, ils étaient pas très propres, même le roi, hein, même la royauté, les gens n'étaient pas très propres à cette époque-là. La ville était très sale, les gens n'étaient pas propres, heu, mais voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord. Donc ça, l'autrice l'explique très bien. Le petit problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas forcément eu d'attachement pour les personnages. Hem, j'ai eu du mal avec le personnage donc principal de Sébastien de Noaillat, pour qui m'a assez, comment dire? Pas énervé, mais un peu saoulé, on va dire. Parce que c'est un personnage qui, n'est pas, alors pas qui n'a pas de caractère, mais qui n'est pas très sûr de lui. Voilà, donc il débarque à Paris, alors je peux comprendre. Il débarque à Paris, il est pas très, comment dire? Bah, c'est la première fois qu'il débarque dans la capitale et comme c'est une très grande ville qu'il ne connaît pas, il ne connaît personne, du coup, il a vraiment beaucoup de mal à se faire à la vie, parisienne, ce que je peux tout à fait comprendre. Sauf que, bah, il est toujours comme ça, en fait. Il doute beaucoup de lui, il doute de tout. En fait, il est fort timide, fort peureux, fort, voilà, il a pas, je sais pas, il manque quelque chose, il a du mal à se faire à cette vie, et moi je trouve que c'est dommage de pas lui donner un peu plus de force, j'ai envie de vous dire, de caractère, et ce qui fait que du coup la lecture est assez, longue, voilà, heu et je trouve qu'on ne voit pas assez, alors, le tueur, j'ai envie de vous dire, parce que on voit que, 2-3 meurtres et après c'est tout, voilà. On voit, au bout d'un moment, on ne voit que les cadavres. Ce qui est assez, étrange, voilà, moi j'aurais bien aimé être un peu plus dans la tête du tueur, hem, même si bon, bah, voilà, on connaît la personne responsable de ces meurtres à la fin du roman. On sait pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, il nous l'explique, tout simplement. Moi, je trouve que ça a été bien fait ça, par contre, la fin est bien fait parce que on comprend vraiment pourquoi est-ce qu'il a tenté de faire ça, pourquoi, excusez-moi. On comprend son histoire, on comprend l'histoire du tueur, et cetera, et cetera. Ça, j'ai trouvé que c'était bien. Les descriptions, pareil, je les ai trouvées bonnes, mais il y avait trop de longueur pour moi. Du coup, j'ai eu du mal à m'ancrer dans l'histoire. J'ai eu vraiment du mal à apprécier cette histoire. Et ça a été un roman quand même assez long, alors que, bon, bah voilà, il est très petit, il ne fait que un petit peu plus de 300 pages. Donc, moi, je me suis dit, bah c'est bien, c'est un petit. Moi, je pensais que ça allait être comme le livre de Les Malvenus, de, je sais plus, Brière. Je sais plus son nom, Audrey Brière, je crois, je sais plus. Bref. Moi, je pensais que ça allait être comme le roman Les Malvenus. Je me suis dit, à mon avis, je vais peut-être avoir un second coup de cœur d'une autre autrice, ça serait bien. Mais malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire, je l'ai trouvé très très faible ce livre. Et c'est bien dommage parce que il y a un petit potentiel. Je tiens à prévenir quand même qu'il vaut mieux lire le premier tome avant. Donc ça c'est un deuxième tome en fait. Le premier tome de l'autrice s'appelle Le Loup des Ardents. Et je pense qu'il faut mieux lire celui-là avant parce que notre personnage principal de Sébastien de Noaillat, euh, comment dire, est un personnage récurrent. Et donc l'autrice nous parle du livre d'avant, donc Les Loups des Ardents. Donc si on ne l'a pas lu, on est un petit peu perdu. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Comme je n'ai pas lu le premier et que je me suis tout de suite lancée dans le deuxième, j'ai été complètement perdue par rapport à cette histoire-là. Même si il n'y a pas de rapport vraiment. Mais comment dire, le personnage principal nous parle d'un peu de sa vie en Sologne. Voilà. Et la première histoire se passe en Sologne. Donc, c'est comme ça comment dire, qu'on fait la connaissance de Sébastien, en fait.
Et du coup, moi, j'ai été perdue. Je me suis dit: «Mince, c'est un deuxième tome». Hem et comme il y a des petites références au premier, ben, je pense que c'est aussi ça qui a péché, en fait. J'aurais dû lire le premier, enfin, j'aurais dû déjà l'acheter, ça aurait été bien. Mais j'aurais dû lire le premier avant de lire celui-là, je trouve. Donc si, vous avez le premier et que vous n'avez jamais lu l'autrice, ben, pensez à lire celui-là le premier avant, donc Le Loup des Ardents, avant de lire, Le Jardin des Anatomistes. Je pense que ça passerait peut-être mieux. Même si, en soi, ça pose pas trop de problèmes, quand on n'a pas lu le premier, vu que, en fait, c'est, la vie de Sébastien de Noaillat, comment dire? Qu'on nous explique, mais, comme, sa vie, est dans le premier livre, du coup, l'autrice nous fait des petits clins d'œil. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que moi j'ai été un petit peu perdue. Je me suis dit: «Mince, c'est un deuxième tome», du coup, voilà, ça a un peu péché pour moi. Elle a, l'autrice a quand même une très belle plume, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça a quand même été, une à peu près bonne lecture. Voilà, il y a des petites longueurs, les descriptions sont bonnes. J'ai pas trop eu de, comment dire, d'attachement pour les personnages, mais dans l'ensemble, ça a été. Voilà, je peux pas dire que ça soit une mauvaise lecture, mais je m'attendais quand même à un tout petit peu mieux. Voilà. Donc Noémie Adenis, Le Jardin des Anatomistes, aux éditions donc Robert Laffont, dans leur collection La Bête Noire. Excusez-moi. Ensuite, en troisième, donc j'ai lu le livre d'Agnès Martin Lugan, donc comment dire, la duologie en fait, voilà, aux éditions Pocket. Donc Les gens heureux lisent et boivent du café, suivi de La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc là, on fait la connaissance dans ce livre de Diane, qui est apparemment la première héroïne d'Agnès Martin Lugan. Donc Diane est une jeune femme dont la vie va malheureusement basculer, vu que son mari et sa petite fille, donc Colin, son mari et sa fille, ça y est, j'ai oublié le prénom, Clara, je crois, si je ne me trompe pas, vont malheureusement mourir dans un accident de voiture et bah, ça va être, comment dire, l'hécatombe pour Diane qui va voir sa vie basculer du jour au lendemain. Elle va devoir faire face au deuil et ça va être très compliqué pour elle. Surtout que les gens qui l'entourent, donc son entourage, que ce soit ses parents, ses beaux-parents, ses amis, ne comprennent pas pourquoi, au bout d'un an, elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle a vraiment beaucoup de difficultés. Elle est au fond du trou. Et elle va avoir son meilleur ami, donc Félix, qui va essayer de la secouer un peu pour qu'elle puisse remonter la pente, mais ça va être compliqué pour elle. Et elle va un jour, comme ça, décider que c'est fini, c'est terminé. Elle ne veut plus être cette épave-là, mais pour réussir à s'en sortir et pour ne pas avoir son entourage qui, comment dire, qui ne l'aide pas en fait. Cet entourage ne l'aide pas. Alors c'est bien beau de dire, bah, il faut te remuer, il faut te lever, faut bouger, la vie elle continue et tout. Non, elle n'arrive pas à se remettre, ce qui est logique, de cette perte-là. Et en fait, un jour, du jour au lendemain, elle va décider de partir. Elle va dire, c'est bon, j'en ai marre, je pars. Et elle va s'en aller en Irlande, voilà, parce que... Pourquoi l'Irlande? Parce que l'Irlande est le pays que son mari aurait aimé visiter, tout simplement. Voilà. Et c'était dans leur projet, mais malheureusement, ils n'ont pas pu... comment dire? Ils n'ont pas pu réaliser ce rêve-là.
Et du coup, elle va décider de tout laisser en plan. Elle va dire c'est bon, j'en ai marre. Je vais tout laisser en plan, comme ça va. Je vais. Elle a envie de reprendre sa vie en main, mais il faut qu'elle le fasse elle-même. Il faut qu'elle le fasse toute seule. Donc pour ça, elle va partir donc en Irlande. Excusez-moi. Voilà. Elle va partir donc en Irlande. Elle va arriver en Irlande dans une petite ville qui s'intitule, je ne sais plus comment, Mulrani, quelque chose comme ça. Alors, si c'est... Non, c'est pas écrit là. Je ne sais plus, enfin bref. Je crois que c'est Mulrani, mais je suis pas sûre. Donc elle va arriver dans cette petite ville d'Irlande. Et elle va faire la connaissance des propriétaires qui lui louent le chalet où elle va vivre pendant un certain temps. Pardon. Donc, elle va faire la connaissance de ces gens qui sont des personnes assez âgées, mais qui vont l'accueillir d'une façon incroyable. En fait, elle va se prendre d'affection pour ces deux personnes et elle va faire la connaissance. Je vais y arriver. Elle va faire la connaissance. Et zut, je sais plus son prénom non plus, mais c'est pas possible, Justine. Elle va faire la connaissance d'Edouard. Voilà, cherchez. Elle va faire la connaissance d'Edouard. Edouard qui est le neveu. Voilà. Le neveu de ces personnes âgées. Edouard qui est un homme très... comment dire, au premier abord, qui est un personnage très, très sombre. Pas du tout sympathique. Voilà, donc Diane va faire sa connaissance. Edouard est photographe. Il vit dans sa maison. Et le cottage de Diane est juste à côté de sa maison. Voilà. Et quand il va savoir que son oncle et sa tante ont loué donc le cottage, il va être très en colère. Et il ne va pas, accueillir Diane d'une façon très... très, très sympathique. Voilà. Sauf que Diane, elle s'en fout complètement. Elle a besoin de se reconstruire. Donc qu'il soit content ou pas, ça lui est égal. Toujours est-il qu'ils vont devoir s'apprivoiser, et ça ne va pas être facile. Et en fait c'est ça l'histoire. Donc Diane va tout simplement essayer de se reconstruire dans cette petite ville d'Irlande. Et petit à petit, une petite romance va s'installer entre Diane et Edouard. Voilà. Et voilà. Et Diane va rester une année entière en Irlande pour essayer de se reconstruire. Et elle va réussir tout doucement à retrouver son moral, à... Je vais y arriver. À retrouver son moral, à reprendre du poil de la bête, si on peut dire ça comme ça. Et un jour, elle va décider que il est temps pour elle de partir et de retourner à Paris, là où elle vit. Et ça va être vraiment un choc, autant pour l'oncle et la tante d'Edouard, autant pour Edouard, parce qu'Edouard, lui, commençait tout doucement à tomber amoureux d'elle. Ce qui va pas être facile pour lui quand il va apprendre que finalement, elle va partir, elle va retourner à Paris. Que sa vie est là-bas, elle a toute sa vie là-bas en fait à Paris, et puis surtout à Paris il y a la tombe de son mari et de sa fille, et elle a l'impression en tombant amoureuse d'Edouard, elle a du mal en fait, elle a l'impression de les abandonner un petit peu, mais ça c'est encore autre chose. Et donc du coup dans le deuxième, donc elle retourne à Paris, dans le deuxième tome, hein, la vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc elle retourne à Paris. Et elle décide de rouvrir son café littéraire. Voilà. Parce que Diane tenait un café littéraire, donc avant l'accident de son mari et de sa fille, grâce à son mari. Donc elle a réussi à ouvrir un café littéraire.
Et donc le jour où son mari et sa fille sont malheureusement morts, dans cet accident de voiture, donc elle décide de tout arrêter et c'est Félix, en fait, qui tient, ce café littéraire. Le temps qu'elle puisse se remettre de ce deuil. Et donc en retournant à Paris, elle décide de pas de virer Félix, mais bon, de lui dire: «C'est bon, tu fait ton job, je suis prête à reprendre cette, mon café littéraire». Donc elle retourne, dans son boulot de voilà, de dans son je vais y arriver, dans son magasin, en gros, dans son bar, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, elle décide de reprendre les choses en main, donc elle va reprendre les choses en main. Elle va, s'activer, ça va lui donner un but et tout va bien se passer. Sauf que il va y avoir des petites péripéties dans cette histoire. Et ça a été une très, très bonne histoire, pour moi. Ça a été, une bouffée d'air frais. Voilà, même si, les thèmes, abordés ici sont relativement durs, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais, quand même, la gorge qui s'est nouée parce que, c'est compliqué, pour moi vu que j'ai perdu mon papa, va y avoir 1 an et lire un livre sur le deuil, alors c'était peut-être pas une bonne idée, mais je me suis dit que ça allait aller, ça allait le faire et voilà et j'ai eu raison parce que même si ça m'a fait un petit peu mal, je me suis dit au final, j'ai compris, ce que, comment dire? Le personnage principal ressentait. Je me suis dit: «Oui, je comprends ce qu'elle ressent» parce que les gens ont beau, essayer de comprendre ta peine, ils peuvent pas la comprendre. Il y a que toi qui peux comprendre ta peine. Il y a que toi qui peux savoir si tu arriveras à te relever ou pas. Les gens ont beau dire: «Ça va», ont beau essayer de te remonter le moral, et ça ils peuvent pas comprendre ce que toi tu vis tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Et ça, j'ai réussi à le comprendre. Je me suis dit: «Mais il faut lui foutre la paix à cette Jeanne-là, il faut lui foutre la paix» et c'est à elle seule de comprendre quand est-ce que, elle va réussir à se relever de ce drame, quand est-ce que son deuil va pouvoir se terminer. Et je comprends qu'elle soit partie en Irlande parce que si elle était restée à Paris, elle aurait jamais réussi. Voilà. Et le fait qu'elle soit partie en Irlande, ça lui a fait du bien et je comprends. Voilà, alors on n'a pas tous la possibilité de partir comme ça, de tout claquer et de dire: «C'est bon, je m'en vais, je reviendrai quand je reviendrai». Pour nous, ça n'a pas été possible. On l'a pas fait, mais on l'a fait autrement. Voilà, chacun fait son deuil à sa manière. Et je trouve que cette histoire a été, très bien écrite. L'autrice a une très belle plume. Elle raconte très bien les histoires. La petite romance, elle était toute mignonne. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. J'ai, tout aimé dans cette histoire, voilà. Et j'ai été ravie de connaître, l'autrice que je ne connaissais pas, c'était une première pour moi. J'ai été vraiment très contente, de la lire, voilà et de la connaître. Donc si vous n'avez, pas encore lu, ces 2 tomes, donc d'Agnès Martin-Lugan, n'hésitez pas parce que, ce sont 2 très belles histoires. Donc les gens heureux lisent et boivent du café et la vie est facile, ne t'inquiète pas. En sachant que tous les deux, c'est une duologie en fait, hein. On n'est qu'avec le personnage de Diane et on va comprendre toute sa vie. Voilà, donc c'est aux éditions Pocket. Et ensuite, en dernier, je me suis lu un Stephen King, donc Dolores Claiborne aux éditions Le Livre de Poche. Alors, pareil, donc cette histoire est assez spéciale parce que là, Stephen King a décidé de changer sa manière de faire. C'est-à-dire que il prend notre personnage principal, donc Dolores Claiborne, et il se dit tiens, je vais écrire tout un monologue. Voilà, ce livre, c'est ce qu'il est. C'est un monologue entier. Donc de la première page jusqu'à la dernière, c'est un monologue entier de son personnage principal, donc Dolores, qui va nous raconter sa vie. Donc sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de mère, et qui va aussi nous raconter sa vie d'employée. Voilà. Et c'est un immense monologue parce que en fait Dolores va être arrêtée par la police pour le meurtre présumé
de son employeur. Sauf que Dolores va dire au policier, elle va avouer que oui, elle a tué son mari il y a une trentaine d'années, mais que non, elle n'a pas tué son employeur. Voilà. Chez qui elle faisait le ménage, pour qui elle était femme de compagnie, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va nous raconter toute sa vie. Donc elle va nous raconter donc comment est-ce que son employeur, donc qui s'appelait Vera, donc voilà, qui s'appelait Vera, dont elle était femme de compagnie, femme de ménage, cuisinière, voilà, elle faisait absolument tout chez elle. Mais comme cette femme, donc Vera, était, comment dire, alors au départ cette femme était bien, mais au fur et à mesure des années, bon bah bien sûr on vieillit, et elle a vieilli, elle a très mal vieilli, et en fait elle est devenue un peu grabataire. Voilà, donc il a fallu que Dolores s'occupe d'elle à temps plein. Ce qui lui permettait de tout simplement de gagner de l'argent et de pouvoir nourrir sa famille. Ou de mettre de côté donc pour ses enfants, ce qu'elle va nous raconter dans l'histoire. Et donc elle va nous raconter donc sa vie avec son employeur et sa vie avec son mari. Elle va nous raconter donc pourquoi est-ce qu'elle a tué son mari, quelles sont les raisons qui l'ont poussée à faire ça, et comment était la vie donc avec son employeur, et elle va nous avouer donc comment s'est passé le fameux drame, comment est-ce que son employeur est décédé, et elle va avouer que ce n'est pas elle qui l'a tué, même si les circonstances pourraient faire douter les gens. Voilà. Et donc là, on va être dans un monologue, donc du début à la fin, sans forcément de dialogue. Il y en aura un tout petit peu, mais vraiment c'est minime. Ça a été... oh, je vais y arriver, dis donc. Très... comment dire, très surprenant. Voilà. Très inattendu pour moi. Parce que déjà, il n'y avait pas de chapitre. Donc, il fallait que je... Comment dire, que j'arrive à... Parce que je pouvais pas lire ça d'un coup. Vu que, voilà, on a tous une vie, on mange et tout, on dort, machin. Donc, je pouvais pas lire ça d'un coup. Et généralement, j'attends d'être arrivée au prochain chapitre pour arrêter de lire. Sauf que là, comme c'était un monologue, c'était assez compliqué de s'arrêter en plein milieu du livre. Donc, il fallait que je choisisse bien mes moments pour m'arrêter. Et c'est ça qui a été aussi compliqué. Pour moi, parce qu'un monologue, réussir à intéresser le lecteur avec un monologue, je trouve que c'est assez culotté. Et en fait, Stephen King a ce don-là d'intéresser les gens par rapport à cette histoire. Et je trouve que c'est très bien trouvé parce que on a de la vraie empathie pour Dolores et pour tous les autres personnes. Il arrive à nous faire aimer tous les personnages de son livre en un seul monologue. Ce qui est assez incroyable quand même. Mais ça a été quand même compliqué pour moi. Ça n'a pas été le meilleur Stephen King, je dois dire. Même si la plume est toujours belle. Ça, il n'y a pas de souci. Il arrive toujours à m'accrocher avec sa plume. Il y a eu des moments que j'ai aimés. Il y a eu, voilà, il y a eu des moments de la vie de Dolores que j'ai appréciés. J'ai eu de l'empathie pour elle, j'ai eu de la sympathie. Elle a un langage assez spécial, voilà, mais ça, ça donne un petit peu de peps à la lecture. Et ça j'ai beaucoup aimé. Mais je dois avouer que ce n'est pas mon meilleur Stephen King, même si je dois avouer que je ne suis pas vraiment légitime vu que ce n'est que ma quatrième lecture de Stephen King. Une, deux, trois, oui voilà. C'est ma quatrième lecture de Stephen King, ce qui fait que je sais pas si je suis vraiment légitime de dire si j'ai aimé ou pas. Parce que
Quand j'ai vu les commentaires des autres donc personnes qui l'ont lu, tout le monde dit que ce livre est excellent. Pour moi je dirais pas qu'il est vraiment excellent, mais comme les autres personnes ont lu d'autres Stephen King, eux peuvent juger vraiment s'il est excellent par rapport aux autres ou pas. Moi, comme ce n'est que mon 4e livre, je sais pas vraiment si je suis légitime à dire que j'ai aimé ou pas. Pour moi, cette lecture, pour l'instant, a été moyenne. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais ça a été quand même, il y a eu des très bons passages. Voilà. Et je trouve que, comme je vous l'ai dit, je vais y arriver, tenir le lecteur avec un seul monologue du début jusqu'à la fin, je trouve que c'est vraiment génial. C'est vraiment un tour de force. Voilà. Tout le monde connaît Stephen King. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Et qui sont fans de cet auteur-là. Voilà. Sinon, bah, par rapport au livre, ouais, par rapport à l'histoire, oui, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, ça a été, même si j'ai trouvé que c'était, vers la fin, c'était un petit peu long. J'avais envie voilà, de le finir vite, parce qu'il y a eu des petites longueurs quand même, et au bout d'un moment, voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente de l'avoir lu, au moins, je peux dire que je connais l'histoire de Dolores Claiborne. Et voilà. Donc je ne peux en dire que ça. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre par rapport à cette lecture. Mais si vous aimez du Stephen King et que vous avez envie de connaître Dolores Claiborne, bah, n'hésitez pas. Parce que ça reste quand même une assez bonne lecture pour moi. Voilà. Donc Stephen King, Dolores Claiborne, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc ce petit bilan est terminé pour moi. Donc là, je vais vous présenter les livres que je vais lire, voilà, qui sont les livres de ma prochaine palle. Donc je suis en train de lire donc le livre de Julia Quinn, La chronique des Bridgerton, donc le tome 1 et 2, donc Daphné et Anthony, aux éditions J'ai lu. Voilà, donc vous le voyez, c'est un hardback. Je ne suis qu'au tout début. Alors bien évidemment, j'ai regardé donc toute la série sur Netflix et et voilà, et là j'ai décidé de m'acheter les livres pour voir si les livres ressemblent un petit peu à la série. Et là, je peux déjà vous dire que il y a des petites différences quand même. Mais le fait de lire ce livre, en fait, ça me donne très envie, mais vraiment très envie, de revoir toute la série. Voilà, sur Netflix. Mais pour l'instant, je vais juste m'atteler à lire ce livre et puis on verra par la suite. Peut-être que je regarderai la série que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire donc la lignée d'Aurélie Valogne, je vais y arriver, aux éditions Fayard. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Bridgel Van der Puff et La grande évasion pâtissière aux éditions PKJ de Martin Stewart. Stewart, c'est ça. Et ensuite, j'ai l'intention de lire un autre Nicolas Feuze, donc L'ombre du renard aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Donc voilà pour mes 4 livres. Voilà pour mon petit bilan. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Ah oui, j'ai l'intention de vous faire une prochaine vidéo, donc dans la semaine prochaine, qui sera une vidéo boucole, parce que je me suis acheté pas mal de livres et qu'il faut que je vous les présente. Donc sachez qu'il y aura un boucol qui viendra donc la semaine prochaine. Après, quand je vous le ferai, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça sera en fin de semaine, en milieu de semaine, voilà, ou le week-end, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, sachez que dans tous les cas, une prochaine vidéo sera là. Voilà. Donc écoutez, bah moi j'en ai fini avec ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez de bonnes lectures, que ce bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous tentent peut-être.
avec un peu de chance, on croise les doigts. Voilà, bah, écoutez, ou sinon, je n'ai plus rien d'autre, à vous dire. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis donc à la prochaine, pour un nouveau book haul du coup. Bisous, bye bye.